Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie d'Horror Story. Dans cette dernière et ultime partie, vous allez découvrir les histoires terribles, terrifiantes de Léa, Dorian et Lino. Pour rappel, dans la première partie, vous avez pu découvrir l'histoire de Florilège et la mienne. Parmi ces 5 histoires de toute l'équipe de Laovan Indien, 4 sont réelles, 4 sont vraies et ont vraiment été vécues par les joueurs et les joueuses. Une seule a été inventée. C'est à vous de la découvrir. Et avec cette dernière partie, vous allez pouvoir mener votre enquête. Quelle est, selon vous, l'histoire qui a été inventée ? Pour rappel, cette histoire est le pitch d'une idée, d'un concept, d'un one-shot JDR d'horreur. Alors, saurez-vous trouver cette histoire ? N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, à vous abonner si vous aimez cette série. Et d'ici là, bien sûr, prenez bien soin de vous, installez-vous confortablement et profitez, avec quelque chose à manger, de ces histoires terrifiantes qui arrivent. À très bientôt. Le Boys Band. Cette histoire remonte à l'époque où j'habitais encore à Tours, dans mon petit studio étudiant. Là où tu dors dans ta cuisine, ou bien tu cuisines dans ta chambre, au choix. C'était mardi soir et comme presque tous les soirs à cette époque-là, avec les copines de la fac, on avait l'habitude de se retrouver pour boire des coups. Ce mardi-là, on avait opté pour une crêpe party, pastis, chez MC, Marie Capucine, mais on l'appelait MC tout le temps. MC, elle habitait l'appart de sa grand-mère qui était super grand, avec un balcon trop mignon qui donnait sur une petite place très verte, et surtout, à 2 pas de chez moi. Littéralement à 2 pas. Bref, la soirée se passe, on se marre, on mange et on boit bien, et moi, je me limite pas particulièrement vu que j'habite vraiment juste à côté, et que je connais mon quartier qui est super tranquille. Voilà minuit passé, il y a cours quand même tout à l'heure, et tout le monde est sur le départ. Je traîne encore un peu, et je finis par partir dans les derniers, écouteurs dans les oreilles, en route pour faire les derniers 100 mètres avant une bonne nuit de sommeil. Je traverse la place, je tourne à gauche, et me voilà dans la dernière rue avant la mienne. À mi-chemin, je croise 3 types qui ont l'air de vouloir me demander quelque chose. Je comprends pas tout de suite, j'ai les écouteurs, mais très détendu de ma soirée, je m'arrête et les enlève. À cette époque-là, je fumais des blondes et j'en avais d'ailleurs une d'allumée en bec. Ils me demandent du feu qui était rangé dans mon sac à main, lui-même fermé. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais j'étais quand même un peu saoul. Je cherche mon feu dans mes poches, je le trouve pas et je me dis que je l'ai probablement mis dans mon sac. En effet. Là, je sens qu'un des types s'impatiente un peu. La tension monte. Je galère avec la fermeture éclair de mon sac, donc je m'accroupis pour le poser, l'ouvrir et fouiller dedans à la recherche de ce putain de briquet. Et là, je me rends compte qu'il y en a un autre qui s'accroupit aussi et qui se met à fouiller dans mon sac. Ni une ni deux, je lui dis « Oh, tu fais quoi là ?» Je referme vivement mon sac et je me redresse énervé. Là, celui qui m'avait demandé du feu bafouille, gêné, en me disant que son pote essayait juste de m'aider. Je lui réponds « Ouais, c'est ça, bien sûr. » Et je commence à partir en les contournant. Là, j'entends le même mec me demander « T'habites pas loin ? Où est-ce que tu vas ? On veut juste passer une bonne soirée. » Mon sang s'est glacé. On sait toutes et tous ce que ça veut dire. Passer une bonne soirée. Je leur tournais déjà le dos, mais je commence à paniquer parce que j'étais littéralement à 2 pas de chez moi. Donc dans ma tête, je calcule vite fait les possibilités. Soit continuer ma route en risquant de me faire suivre, soit speeder jusqu'à chez moi. Heureusement, j'ai l'habitude d'avoir toujours mes clés dans ma poche. Donc je les saisis en glissant ma plus grosse clé entre mon index et mon majeur. J'arrive au coin de chez moi, où soit je continue tout droit, ou je fais un détour, soit je tourne à gauche. Je réfléchis pas plus longtemps. Je tourne à gauche, et là je cours de tout mon souffle jusqu'à la porte de ma résidence. Je les entends derrière moi. Je sais qu'ils m'ont suivi. J'ouvre ma porte le plus vite possible. J'habite au premier. Je monte les escaliers 4 par 4. Je file devant ma porte. Vite, j'ouvre, vite, je referme. Au moment où je mets le loquet de sécurité, j'entends un énorme boom sur ma porte, comme une épaule qui serait venue heurter la porte pour l'enfoncer. Je mets un tour de clé et terrorisé, je me réfugie sous ma table basse. Pourquoi la table basse ? Je ne saurais pas vous dire. En renversant mon cendrier au passage d'ailleurs. Sur mon îlot, recroquevillé, je suis sous le choc. C'est allé tellement vite. Je me rends compte que je retiens ma respiration. Je tends l'oreille. J'entends plus rien. Je cherche mon téléphone dans ma poche. J'appelle mon pote Koff, avec qui j'étais chez MC. Il décroche et je lui raconte tout. Il me demande si je veux qu'il fasse demi-tour pour venir voir s'ils sont toujours là. Je lui dis que non, c'est bon. Je suis à l'abri maintenant. Ça va. Et puis j'entends rien. Ils doivent être partis. Il se passe plusieurs minutes comme ça, toujours sous ma table basse, dans le noir, sous le choc.
Petit à petit, je réalise ce qui se serait passé si j'avais atteint ma porte une seconde plus tard. Juste une seconde. Si je n'avais pas eu le temps de la fermer complètement. Ça s'est joué à une seconde. En une seconde, ma vie aurait pu être complètement défigurée. Engourdie par la peur, j'ai du mal à sortir de ma torpeur. Cette nuit-là, et plusieurs autres après, j'ai rêvé de manière beaucoup trop réaliste à mon goût que quelque chose arrivait à ouvrir ma porte et s'introduisait chez moi pour me regarder dormir. Le triangle d'or. Cette histoire commence en 2016, à l'autre bout du globe, lors d'un des voyages les plus inoubliables de ma vie, l'Empire du Milieu, la Chine. Avance rapide, au bout de quelques semaines, mes pérégrinations m'ont emmené à Kunming, dans la province de Yunnan, en gros, au sud-ouest du pays. Comme dans tout voyage prolongé, vient un moment où on doit renouveler son visa. La démarche ne fut pas vraiment compliquée, surtout pour un petit Français plutôt habitué à la bureaucratie. Un premier guichet pour expliquer ce qu'on veut, puis un second pour prendre un ticket et enfin un troisième pour l'interrogatoire. Question classique, pourquoi, comment, combien de temps, et j'en passe. Toujours est-il que ça prend toujours bien plus de temps qu'il n'en faut. On me confie après quelques dizaines de minutes ce qui ressemble à un reçu, jaune, tamponné par l'immigration, qui remplacera mon passeport, le temps de la procédure. On me conseille de rester dans le coin et de repasser la semaine suivante. Rien que ça. Dans une ville certes grande, mais sans aucune activité intéressante, surtout pour un étranger. Bien évidemment, mon esprit rebelle et aventureux n'en fait qu'à sa tête et la soif de découverte l'emporte. Je prends un bus le jour même et décide de me rendre dans la partie la plus tropicale du pays, à une centaine de kilomètres au sud, où vit une ethnie cousine des Thaïs. Je prends mes deux valises, une avec mes affaires, l'autre avec des souvenirs. Après tout, j'ai un document officiel, avec mes informations légales, mon visa, et je parle un peu chinois. Le bus part à la tombée de la nuit, une quarantaine de Chinois à son bord et un seul et petit Français, moi. Je me mets au fond du bus, mets mes écouteurs, je prends un bouquin et commence déjà à somnoler. 1 ou 2 heures plus tard, le bus s'arrête. Les lumières s'allument et je suis réveillé par le chauffeur du bus qui gueule dans un dialecte que je comprends pas. J'ai connu plus agréable comme réveil, mais c'est probablement l'heure de la pause. L'occasion de griller une clope, après tout. Je range mes affaires et m'apprête à descendre, mais le chauffeur me fait signe de rester assis. Il semble agité, il transpire. Alors, j'obéis. Très bien, je reste assis. Quelques secondes plus tard, un homme et une femme en uniforme militaire, des fusils mitrailleurs à la main, montent dans le bus et commencent à contrôler les papiers des passagers. J'anticipe le contrôle et prépare mon petit formulaire jaune, ainsi que mes phrases simples en chinois. Quand arrive mon tour, je souris poliment. Je leur explique que je n'ai pas mon passeport et pourquoi je l'ai pas. Le soldat semble lui aussi agité. Il semble soit douter, soit ne pas comprendre mon chinois. J'essaye en anglais, c'est encore pire. J'ai seulement le droit à un « No English, China ». Puis il me fait signe de l'accompagner hors du bus. Je le suis en baissant la tête, sous tous les regards, à la fois apeurés et exaspérés de tous les passagers. Je descends du bus et me retrouve face à 2 autres militaires, en plus des 2 étant montés précédemment. Tous avec leur famasse sur le torse et le regard sévère. Là, celui qui semble le plus gradé m'interroge à nouveau. De quel pays je viens? Qu'est-ce que je fais ici? Combien de temps dans le pays? Je réponds à toutes leurs questions. Le tout dans un chinois approximatif. Je commence clairement à être nerveux et à me souvenir de reportages sur les gens qui disparaissent au milieu de la jungle. Particulièrement quand je les vois agiter un peu trop le canon de leur fusil et un peu trop dans ma direction. La pression redescend légèrement quand un des soldats s'exclame « France, France, football, good !» Oui, c'était l'Euro en 2016. Cependant, immédiatement, son supérieur lui fait signe de dégager et me demande immédiatement de sortir mes valises de la soute. J'obéis sans rien dire, totalement en sueur, tandis que les soldats suivent chacun de mes mouvements, avec leurs fusils, braqués sur moi. Je sors mes valises, un des militaires les fouille, tandis que le gradé continue ses questions. 30 minutes se sont déjà écoulées, je peux vous dire que c'est long. Et les regards des passagers se font de plus en plus inquisiteurs aussi. Je comprends pas, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? J'essaye de m'expliquer, j'essaye de leur demander. On me répond pas. Malheureusement, la tension fait que monter. Parce que je comprends pas du tout ce qu'on me demande. Les questions pleuvent, je sais plus où donner de la tête. Un des soldats, fusil braqué sur moi, commence à devenir très nerveux et à s'agiter. Il me pose à nouveau la même question, 2, puis 3 fois, tandis qu'un de ses subalternes se rapproche de moi.
Je leur demande alors clairement de m'excuser, que je ne comprends pas leurs questions, et je leur dis que je vais essayer de trouver quelqu'un qui parle anglais pour m'aider. Ils acceptent. Je remonte à grands pas dans le bus et demande aux personnes assises à côté de moi si quelqu'un parle anglais. Appelez ça miracle, coup de chance ou intervention divine, mais une dame me répond qu'elle est prof d'anglais et me demande ce qui se passe. Je lui raconte tout et lui demande de m'accompagner. Elle traduit pour moi, lentement, gentiment, patiemment, toutes les questions des soldats, et je parviens enfin à comprendre qu'ils me demandaient tout simplement où avais-je atterri lors de mon entrée dans le pays et quand. Je leur réponds et continue à expliquer plus clairement ma situation, tandis que la pression redescend. Ma sauveuse me demande alors, l'air un peu désolé, « Avez-vous déjà entendu parler du Triangle d'Or ? Nous sommes en plein milieu. Vous êtes le seul étranger, sans passeport, avec 2 valises. » En effet, j'ai réalisé à cet instant que j'avais peut-être été un peu trop aventureux. Nous sommes remontés dans le bus et avons repris la route. Le reste du trajet s'est passé sans encombre, mais je n'ai pas somnolé cette fois. L'Irlandais. C'était il y a fort longtemps. Pour vous resituer, à l'époque, je suis en Irlande, dans une petite ville de l'Ouest, où je travaille dans une sorte de petit hôtel. On est en plein hiver et la ville est peu touristique. Des personnes en difficulté sociale sont logées par l'État dans l'hôtel. Il y a tous les genres. Des gens qui ont perdu leur logement, des femmes seules avec enfants, des gens en formation et des gens un peu plus chelous. Je me trouve alors dans la cuisine commune, avec une Française qui loge dans l'hôtel pour un stage et avec qui j'ai sympathisé. C'est le soir. On a un peu bu et pas mal fumé. L'ambiance est très bonne. Avec nous, un des résidents permanents de l'hôtel. Je le connais un peu. Je l'aime pas. Le genre de personne qui dégage quelque chose de mauvais, enfin vous savez quoi. Il est assis à la table, il a aussi fumé et ne rigole pas avec les autres. Il parle évidemment en anglais, mais pour des raisons évidentes de patriotisme, je retranscris ici en français ce qu'il avait dit. En tout cas, le souvenir que j'en ai. Alors que tout le monde s'amuse et rigole, je l'entends dire une première chose sur un ton calme. « Vous les Français, vous vous croyez au-dessus des autres. » Personne ne l'écoute. Enfin, pas vraiment. Il ne parle plus pendant quelques minutes. Puis une autre phrase. « J'ai fait de la prison. Et je n'y retournerai pas. » Une autre. « J'ai frappé des gens. Et j'ai toujours eu le dessus. » Puis, il dit plus rien. Et se met à chanter. Je me rappelle, c'était du Ed Sheeran. Et il chantait bien ce con. Un peu de temps se passe encore. On continue à parler dans notre coin. Puis il dit « Je vais tuer quelqu'un ce soir. » Là, je commence à me soucier de lui et je dis à Camille, la Française, d'écouter ce qu'il dit. Encore quelques minutes qui passent, on rigole toujours, puis le gars dit quelque chose mais je me rappelle plus quoi. Camille a entendu cette fois et me regarde en rigolant jaune. Quelques secondes plus tard, il redit « Je vais tuer quelqu'un ce soir. » Camille me dit « Viens, on s'en va. » On quitte la cuisine d'un coup, mais toujours ambiance rigolade. Faut dire qu'on avait vraiment pas mal fumé. Et là, on voit le gars qui se lève aussi et qui crie « Où allez-vous ?» On l'entend dans le couloir crier la même chose. On part se cacher dans une sorte de salle de réception qui n'était pas éclairée, dans le noir complet, derrière un canapé. On n'a pas vraiment peur, c'est plus un jeu pour nous. On l'entend crier à plusieurs reprises. Où êtes-vous ? Il nous cherche, retourne dans la cuisine, revient à la salle de réception. Il titube, il avance lentement, on dirait un peu un zombie. Il dit des trucs mais je me souviens plus quoi, sûrement des choses sans aucun sens. Puis après avoir erré comme ça à travers les pièces, il prend la porte et se casse dehors. C'est la fin de l'histoire. Peut-être qu'il était simplement trop saoul, ou qu'il racontait n'importe quoi. Peut-être qu'il disait ça pour attirer l'attention aussi. Ou peut-être qu'il comptait vraiment tuer quelqu'un ce soir-là. On ne le saura jamais. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et surtout à nous dire si vous avez trouvé la fameuse vidéo qui a été écrite par une des joueurs ou des joueuses de là où va l'Indien. D'ici là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, de prendre bien soin de vous et que l'aventure commence.